Je fais le tap, ne me l'enlève jamais ce truc, c'est mon truc préféré au monde. Le clap pour démarrer. Chers amis, bonjour. Nicolas sort de ce corps. J'ai juste gardé le foulard pour essayer de faire une mimique et de ne pas trop vous perdre. Eleanor Picciotto de retour, après le premier épisode que vous avez probablement vu, si ce n'est pas le cas, je vous le recommande, qui explique tout le concept des rhabilleuses. Donc épisode 1 des rhabilleuses, c'est tout de suite. L'idée, c'est de revenir sur mes coups de cœur du salon Watches & Wonders qui s'est terminé il y a quelques semaines. Évidemment, pour rappel, l'idée n'est pas nécessairement de ne parler que d'horlogerie féminine ni joaillère, mais de donner un point de vue féminin sur tout ce qui s'est passé dans le monde de l'horlogerie. À commencer par mon premier coup de cœur qui était plutôt une marque, à savoir Van Cleef & Arpels. Vous allez me dire, Van Cleef & Arpels, elle va nous parler de montres, de bijoux et de trucs qui ne nous intéressent pas. Et pourtant, je vous invite à regarder la Ludo. La Ludo, c'est une pièce qui a été créée il y a 73 ans. Non pas que Van Cleef & Arpels n'ont pas su comment refaire ou réinterpréter cette montre, simplement qu'ils ont retrouvé un des dessins des archives d'une pièce qui avait été faite, qu'ils ont, on va dire, interprété avec 3 couleurs de pavage, où en fait c'est une montre en secret qui se décline, vous avez une sorte de, comme une boule de ceinture, où vous pressez en fait les deux côtés de la partie de la montre avec un cadran, un tout petit cadran qui se dévoile. Mais la beauté de la pièce, c'est surtout la finesse et la douceur avec laquelle on peut lire l'heure. On le porte sur le poignet et c'est tout un travail d'or, de maillage, qui est une sorte de bracelet fait d'or entre le grain de riz et le bracelet de la panthère de Cartier. Je ne sais pas si visuellement vous vous en rendez compte, mais au moins ça risque de vous parler. Pour une pièce beaucoup plus horlogère, on va parler de la ballerine enchantée. Je ne sais pas si vous savez, mais la ballerine chez Van Cleef est cette ballerine, cette danseuse qui est devenue une icône de la marque. Cette icône, elle a été créée au sortir de la Première Guerre mondiale par les frères Rubel, qui en fait étaient des Roumains qui s'étaient expatriés en France et qui travaillaient pour la maison dans les ateliers de haute joaillerie. Quand Van Cleef & Arpels ont décidé d'installer la marque aux États-Unis, ils sont partis avec les frères Rubel et c'est au détour d'un dîner à Greenwich dans le Connecticut devant un spectacle de flamenco qu'un des frères Rubel a dessiné sur un coin de la table une ballerine parce qu'il avait été inspiré du spectacle qu'il avait vu. Van Cleef & Arpels ont adoré cette ballerine et en ont fait une icône qu'ils ont déployée derrière comme des petites figurines, des broches, des bijoux et plus tard, ils les ont intégrées dans les montres. Cette ballerine, en l'occurrence, la raison pour laquelle elle est à mon sens fascinante, c'est que vous avez non seulement tout un travail d'émail qui fait que vous voyez le tutu de la ballerine qui, une fois qu'elle n'est pas activée, vous avez vraiment son jupon et une fois que vous appuyez aux alentours de 7 heures sur le cadran, vous enclenchez le mécanisme qui fait qu'en fait sa robe se transforme en aile de papillon et vient vous donner l'heure. Vous avez l'heure sur la gauche, les minutes sur la droite et en fonction du déroulement de la journée, vous allez avoir plus ou moins les pans de cette robe qui vont descendre en jupe plutôt qu'en papillon. Pour mon deuxième coup de cœur, on va parler de Cartier. Comme tous les ans à Watches & Wonders, anciennement SIHH, Cartier présentait à peu près 180 références, à savoir beaucoup de pièces joaillères, beaucoup de pièces féminines et évidemment des panthères, des tanks cintrés, des tanks américaines. Cette année, très difficile de ne parler qu'une seule pièce. Évidemment, mon côté féminin va prendre le dessus. On va parler de la baignoire. La baignoire, c'est un dessin qui a été fait aux alentours des années 1910-1912, qui pourtant a été intégré au catalogue de collection en tel aux alentours des années 50-57. Aujourd'hui, la baignoire qui a été réinterprétée dans moult façons, notamment avec un sertis qui s'appelle un sertis triangle, où vous avez différentes pierres qui viennent sertir entre guillemets la lunette de la baignoire, mais comme vous savez, la lunette est extrêmement arrondie, donc on n'est pas sur une surface plate. Ils ont voulu en faire une version beaucoup plus ludique et beaucoup plus amusante, c'est-à-dire qu'ils en ont fait un bracelet. C'est-à-dire qu'ils ont retiré la partie bracelet standard en croco ou en cuir pour en fait venir rajouter un jonc. Donc vous avez maintenant une baignoire jonc avec un système de gâchette qui vient ouvrir le bracelet sur le côté et que vous venez clipper au bracelet, au poignet. Ce qui veut dire que non seulement vous pouvez utiliser, acheter et porter cette baignoire comme étant un bracelet qui donne l'heure. La dynamique du bracelet qui donne l'heure, c'est qu'on parlait toujours d'un bracelet montre, mais là c'est au sens littéral du terme, et vous pouvez continuer de porter votre montre
sur la droite, ce qui fera d'ailleurs sujet d'une prochaine vidéo. Si on revient à notre baignoire Cuff, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se porte en fait en 3 tailles, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes si vous aimez la déclinaison de cette montre, puisqu'elle existe en or blanc, en or jaune et évidemment en version pavé, full certi. Un dernier chapitre coup de cœur, ultra joaillier, mais ça vaut vraiment la peine non seulement d'en parler, mais surtout d'aller le voir si vous avez la chance de passer devant une boutique Chanel qui fait de l'horlogerie et de la joaillerie. C'est évidemment une des dernières créations d'Arnaud Chastain. Arnaud Chastain fait partie du studio et est directeur du studio créatif de la maison Chanel pour toute la partie horlogerie. C'est vraiment un puissant fond de créativité, d'innovation et d'imagination quand en fait on reprend tout l'ADN de Gabrielle Chanel, extrêmement monochrome, avec des icônes, que ce soit le lion, que ce soit l'étoile filante, le noir, le blanc. On est vraiment sur ces tonalités Chanel. Cette nouvelle collection pic-aiguille, c'est en fait 5 modèles inspirés du pic-aiguille, so to speak, c'est-à-dire le petit objet des couturières qu'il a pu voir et qu'on peut retrouver dans tous les salons de haute couture, qui en fait se retrouve clipsé au poignet d'une couturière pour tout simplement sur le petit coussinet mettre ses pics-aiguilles. Il a simplement détourné cet objet pour en faire une montre XXL faisant plus de 55 mm, à savoir 5 cm, ce qui est énorme sur un poignet typiquement féminin, sur lequel vous avez un dôme en fait en saphir assez haut pour pouvoir laisser entrevoir ce qui se passe dans le cadran. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cadran? Vous avez une interprétation et une utilisation de tous les savoir-faire de la maison, à commencer par la dentelle, le matelassé, le tweed, le serti-neige en fait qui reprend tous les codes un peu monochromatiques de Chanel. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est quand vous regardez aussi bien la version Camélia, qui était donc l'interprétation de la dentelle, vous avez un jeu d'or avec du doré, avec du noir, avec la fleur fétiche évidemment de Gabrielle, qui va être travaillée sous 5 ou 6 traitements, de l'émail chanlevé en passant par la gravure, en passant par la taille. Quand on parle du tweed, vous avez vraiment l'impression de cette matière qu'on peut voir sur ces vestes iconiques Chanel, sauf qu'en fait, ce sont des fils d'or qui vont être travaillés ensuite, dont on va mettre une sorte d'applique de traitement noir pour donner cette texture en surface. Quand vous regardez dans un 3e cadran, vous avez une paire de ciseaux et un ruban fait d'or 18 carats, dont chaque pièce prend plus de 24 heures à tailler, polir et graver à la main. Sans oublier évidemment l'iconique matelassé du sac, ce sac que nous les femmes aimons tout particulièrement. Mais c'est vrai que quand vous regardez tout le travail, pour reprendre les mots de notre cher Nicolas, qu'est-ce qu'ils ont dû se faire chier? Et c'est vrai, mais le résultat est absolument sublime et juste pour le plaisir des yeux, c'est vraiment hyper intéressant d'aller voir ce qu'ils sont capables de faire et de mettre au point dans un cadran de montre. On termine la parenthèse purement joaillère, même si pour la prochaine montre dont je vais parler, on va parler de Piaget. Pourquoi je parle de Piaget, mais la version spécifique qui a été lancée au salon Watches and Wonders, on parle de la Piaget EQP cadran obsidienne. Au mois de février, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Piaget a lancé son premier QP en acier fond vert, qui a fait une sorte de, pas de révolution, parce que c'est pas les premiers à avoir fait un QP, mais la façon dont ils ont traité le QP, c'est-à-dire qu'ils ont donné ce côté accessible sportif à cette complication à 2 lettres qui font souvent peur aux collectionneurs et aux acheteurs, puisque le QP reste une des plus grosses complications aujourd'hui d'horlogerie. Sauf que dans ce QP cadran obsidienne, non seulement c'est une édition limitée de 18 pièces, parce que l'obsidienne en elle-même, qui est cette pierre dure bleu nuit avec pas mal d'inclusions, mais qui donne un côté ultra caractériel et assez profond en termes de couleur, est hyper dur à trouver et à plus forte raison à tailler et graver, puisque quand vous regardez le cadran, vous avez en fait la découpe de 2 cadrans évidemment qui sont pour la lecture de ce calendrier. Vous avez un réo, en fait un serti de saphir sur cette boîte coussin où en fait le côté subtil et justement moins joaillé fait qu'il y a un traitement en PVD noir qui est fait sous le sertissage des pierres de manière à assombrir le côté bleu nuit ou bleu éclatant qu'on peut retrouver au niveau des saphirs. C'est une pièce qui a fait beaucoup de bruit, qui a d'ailleurs été, d'après mes sources, achetée et adulée plus par les hommes que par les femmes. Si on continue maintenant dans une liste beaucoup plus terre-à-terre d'horlogerie pure et de coups de cœur, évidemment, on va parler de Rolex. Tout le monde a parlé de toutes les références, que ce soit la version Titane, la nouvelle Daytona, etc. etc. Pour ma part, je vais vous parler de la Puzzle, évidemment. Pourquoi je trouve que la Puzzle est intéressante ? Indépendamment du fait qu'elle soit pleine de couleurs et qu'on ait un vrai travail d'émail qui soit assez étonnant. On a évidemment le côté spirituel des mots qui a été extrêmement à la fois décrié et adulé parce que
On a trouvé l'exercice de la part de Rolex très conservateur, très suisse, à la fois décalé, et en même temps on aurait pu se dire ok, pourquoi est-ce qu'ils ont remplacé au niveau de cet insert et au niveau de la date des emojis. C'est un exercice à mon sens réussi, amusant, qui va plaire et qui est évidemment unisexe pour celles et ceux qui pourraient se la procurer. Dans la même famille, on va parler de Tudor avec sa petite sœur, une des pièces qui est une de mes favorites. Pourquoi? Puisque c'est une pièce que je me suis personnellement achetée. Un vrai coup de cœur, évidemment une Black Bay 54. Pourquoi 54? Parce qu'on retourne en fait à 1954, qui était l'année de création de cette montre de plongée. Aujourd'hui, elle est disponible en 37 mm, un vrai retour sur les cadrans beaucoup plus petits. On est sur du 37, 38, 39 pour l'édition de Watches and Wonders. Évidemment, elle existe sur un bracelet intégré acier. Je préfère personnellement la version caoutchouc noir parce qu'en fait, vous avez cette espèce de contraste d'une montre sport finalement assez petite qui sur un poignet, pour ma part, n'ayant pas un tout petit poignet, ça affine en fait le porté d'une montre sportive un peu masculine. Et vous avez différents inserts dorés qui viennent encore une fois contraster la dureté en fait d'un cadran finalement assez neutre et assez masculin. Je suis obligée de parler d'Hublot. Pourquoi Hublot? En 2017, Hublot faisait sa première collaboration avec Richard Orlinski. Richard Orlinski, c'est, pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'artiste français le plus exporté au monde. Il s'est fait connaître par toutes ses sculptures fastées, aussi bien son crocodile que son ours, que tous ces animaux en fait qui vont être traités, laqués, fastés en rouge, en bleu, en noir, qu'on a pu voir absolument partout. Quand il a introduit sa première collaboration avec Hublot, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'aussi bien au niveau du cadran que du bracelet, vous avez ce côté fasté en fait, assez angulaire mais finalement assez irrégulier, qui rappelle les facettes des pierres. En fait, vous avez une structure visible des facettes et des côtés d'une pierre qui va être interprétée dans un cadran de montre qui va évidemment sortir du côté boîtier de forme ou alors boîtier rond. Sauf que là, ça va donner de la proportion et de la profondeur à une montre. Évidemment, elle a été déclinée en moult et moult façons. Cette année, au bout de la 5e collaboration, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont justement poli et arrondi ces facettes pour donner un côté beaucoup plus doux. Pas nécessairement plus féminin, mais en apportant beaucoup plus de rondeur sur un boîtier moins agressif. Donc vous l'avez en bracelet totalement intégré, vous l'avez juste avec la boîte et évidemment en bracelet en caoutchouc. Mais ce qui est intéressant, c'est le traitement qu'ils ont donné justement à cette boîte en titane avec du micro-billet. Ce qui veut dire que le côté gris devient mat, poli, sportif et en même temps ultra passe-partout, parce que vous avez ce côté totalement rond mais complètement différent, ce qu'on a pu voir par rapport à n'importe quel autre poignet. Il reste 2 pièces de ma sélection et une pièce bonus, sinon ce serait pas drôle. Pour l'avant-dernière pièce de la sélection pré-bonus, je vais parler de Panerai. Cette année, Panerai a fait un focus sur la Radiomir, avec différents traitements, notamment on parle du Brunetto, qui est ce traitement en fait patiné, fait à la main en fait, en noircissant la matière. Mais j'ai envie plutôt de parler de la California. La California, c'est une version de la Radiomir qui, pour le coup, a été lancée en 1935. La California a été introduite en 1940. Pourquoi on parle de la California? Parce que c'est un des seuls modèles de Panerai aujourd'hui où il n'y a aucune inscription dans le cadran. On n'a ni la marque, ni le modèle, ni rien. La seule chose qui est distinctive, ce sont les index qu'on reconnaît sur un poignet à 3,50 m dans un restaurant. C'est une des raisons pour laquelle je trouve cette pièce hyper intéressante, même si on est évidemment sur un modèle qui avait été développé pour l'armée italienne de l'époque, donc des gros modèles, ultra lisibles, pas forcément féminins. J'ai une appétence particulière pour Panerai, puisque quand mon père a pris la marque il y a quelques années, ils lui ont offert une montre avec son nom gravé au dos de la montre qu'il m'a offert le jour de mes 20 ans. J'ai porté et je continue de porter cette marque et donc ce modèle depuis toujours, même si aujourd'hui on est d'accord que compte tenu du poids et de la dimension XXL d'une boîte en 47 mm, c'est vrai qu'on est un petit peu outdated et pourtant, quand on aime ce modèle ultra singulier, ultra particulier, on ne peut que aimer la California qui rend le côté vintage, un peu militaire et un peu badass qu'on adore. Pour terminer sur la sélection coup de cœur de Watches and Wonders, je parlerai d'une pièce beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus classique. On est chez Vacheron Constantin qui cette année pour le coup a fait un focus sur la rétrograde et je parlerai de la rétrograde Patrimony. On a une double rétrograde jour-date dans une boîte en 42,5 mm, ce qui paraît
hyper grand finalement pour des poignées aujourd'hui où, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on est reparti sur des boîtes en 37, 38, 39. Ce qui est très intéressant et l'exercice de style qu'a fait Vacheron Constantin, comme Christian Salmony pourra vous l'expliquer dans moult vidéos et interviews que j'ai pu faire avec lui ou que d'autres ont pu faire avec lui, c'est que l'expression en fait et le terrain de jeu qui finalement a laissé libre cours à la création de cette pièce, c'est que vous avez un cadran saumon donc extrêmement moderne compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui en horlogerie, mais il y a un côté ultra pur, ultra élégant, ultra épuré, où finalement il ne se passe pas grand-chose dans le cadran, si ce n'est que vous avez ce double rétrograde, une lecture de l'heure. On aurait pu faire un cadran beaucoup plus petit, mais c'est justement ce boîtier XXL pour pas tant de choses à l'intérieur du cadran qui laisse justement entrevoir la beauté et la pureté de cette pièce. Last but not least, on parlait d'un petit bonus. Je suis évidemment obligée de parler de la fric d'Ulysse Nardin, où cette année, Ulysse Nardin a introduit, ou en tout cas réintroduit, la fric, un modèle créé en 2001, qui à l'époque était complètement freak, complètement hors norme, qui était un modèle concept qui avait no hand, no crown, no dial, qui était vraiment le leitmotiv de cette pièce. Et c'est vrai qu'on changeait l'heure, il n'y avait pas de couronne, ce qui veut dire qu'on changeait par le disque où on tournait en fait la pièce. L'heure se lisait sur le mouvement, donc vous n'aviez pas d'aiguille. Et c'est vrai que si on reprend en fait l'histoire de cette montre qui finalement a été développée et tous les ans un nouveau modèle a été introduit, donc on parle de plus de 23 modèles avec plus de 37 calibres développés, cette pièce n'a jamais eu le succès qu'elle méritait. Et c'est vrai qu'en ressortant une interprétation de cette fric en 2023 avec des codes beaucoup plus modernes, beaucoup plus épurés, une approche beaucoup plus avant-garde, c'est finalement comme si on avait une pièce, une MB&F d'aujourd'hui avec toute l'histoire d'une manufacture comme Ulysse Nardin qui pourrait être en fait Vacheron Constantin. Et vous avez tout ça sur un poignet où en fait aujourd'hui, plus forte raison qu'avant, devrait être aujourd'hui une pièce d'horlogerie moderne, ultra futuriste, en passe de devenir une icône. Voilà pour la sélection d'aujourd'hui. Je vous laisse tout regarder, tout décrypter, tout critiquer attentivement et on se revoit pour un prochain épisode.